Alors Merci. pour compléter ce que tu disais, Christelle, je voulais aussi avoir des propos un peu rassurants. C'est vrai que ces 4 dimensions de l'oral que a détaillé Christelle, en fait, c'est vraiment si on était des super profs, effectivement, peut-être que dans 10 ans, quand on se sera tous emparés de l'oral, eh bien, on sera tous capables de raconter avec autant d'aisance ce que nous a raconté Christelle. Voilà, il faut rester, en tous les cas, ça va être le propos de la fin, là, dans le troisième temps. Dans tout ça, il faut quand même rester très modeste, ne pas prendre trop d'ambition. On sait très bien que jusqu'à présent, nos élèves n'ont pas été du tout formés à l'oral. Donc, même si cette année, et puis dans les premières, deuxième années suivantes, eh bien, la formation à l'oral n'est pas encore complètement réussie, ben, c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, puisqu'ils n'avaient pas du tout de formation. Comme l'a dit Christelle, avant, dans les prochaines années, l'oral sera l'affaire de tous dès le primaire, le collège et le lycée. Là, les élèves ont été peu formés à ça dans leur scolarité. Donc, soyons très, très modestes. Si déjà on s'empare, voilà, dans tout ce qu'a dit Christelle, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres et du coup qui vous donneront envie de vous en emparer ou pas. Et donc, ça sera l'objet de la dernière partie pour laquelle, effectivement, on peut se poser la question comment repenser notre enseignement. Alors déjà en première, en biotechnologie, en biochimie, biologie, et puis en terminale, en BBB. Comment former à l'oral très modestement avec ce qu'on sait faire déjà. Nous, nous sommes des enseignants et en fait, dans tout ce qu'a dit Christelle, on arrive aussi à se reconnaître. On a acquis on a élevé nos compétences à l'oral par notre pratique. Et finalement, on sait bien que on sait poser notre voix, on sait adresser notre regard, sinon les élèves n'ont pas envie de nous regarder. On sait poser notre corps, toute la partie non verbale. On en maîtrise aussi des choses. Donc, et on peut aussi, voilà, l'idée c'est aussi qu'on mette finalement, qu'on arrive à poser des mots sur aussi ce que l'on sait déjà faire. Et donc, avoir cette formalisation que nous présente Lisanne Lafontaine ou Sylvie Plane, finalement, nous aide parce que jusque-là, quand on le fait de façon un peu intuitive, eh bien, on forme beaucoup moins que quand quand on arrive à poser des mots. Donc, dans nos enseignements, finalement, le rôle de BBB, le rôle de l'enseignant, pardon, de BBB ou en première biotech et biochimie, biologie, peut avoir finalement un rôle un peu pivot, mais toujours pareil, hein, sans vous faire peur, en restant très modeste. Le prof de BBB, il enseigne forcément, lui, il a une place très, 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 un rôle majeur dans le projet, puisque c'est lui qui va former les élèves, bien sûr, accompagner les élèves dans le projet pour les amener au grand oral. Et forcément, il aura une place majeure dans la formalisation de la question, puisque la majorité des questions souvent porteront sur le projet. Il aura une place majeure dans l'échange du deuxième temps, puisque là aussi, il va falloir essayer de nourrir, d'apprendre aux élèves les questions qui pourront lui être posées et donc d'arriver à argumenter autour de ces questions. Donc ça, on peut imaginer que tout ça, se fera après mars. Euh, et puis, bien sûr, à réfléchir au temps 3, toute la partie orientation en lien avec, bien sûr, les autres disciplines. Ce prof, cet enseignant de BBB, donc bien sûr, peut impulser, mais très modestement, je vais vous montrer comment, une collaboration dans l'équipe pédagogique, puisque l'oral n'est pas que l'affaire du prof de BBB, mais comme on l'a vu, c'est un oral qui est complètement multidisciplinaire. Il n'y a pas de programme de l'oral comme il y a un programme de BBB. Tout le monde doit s'en emparer et il n'y a pas une personne qui est dédiée à former à ce programme. Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, donc c'est ce qui visiblement fait peur à certains d'entre nous, c'est comment intégrer davantage d'oral dans nos enseignements. Alors, donc, dans la diapositive suivante, donc on va essayer d'expliquer déjà comment l'enseignant de BBB, en quoi il joue ce rôle central. Eh bien, il peut jouer un rôle facilitateur parce que l'enseignant de BBB
a un regard, c'est lui qui a le regard le plus aiguisé sur ce qui se passe en projet. Donc c'est lui qui peut dire, ben tu vois là ton questionnement, tu pourrais aller en discuter à l'enseignant de philosophie parce qu'il t'apporterait certainement un regard éthique qui permettrait de davantage nourrir la question que tu te poses. Ou bien là, tu as un petit peu besoin de, tu as un questionnement qui est davantage sur des notions physiques. Peut-être que tu peux aussi aller voir l'enseignant de spécialité de PCM et qui peut-être aussi peut t'aider à reformuler un tout petit peu ta question parce que ça permettrait d'être beaucoup plus adapté. Voilà, donc c'est ça, c'est ce rôle, puisqu'on accompagne le projet, on va accompagner l'oral, notamment donc dans la dernière partie aussi, on va forcément, on va être amené à jouer ce rôle un peu pivot, mais sans nous donner une charge de travail finalement beaucoup plus grande. Et d'autre part, parce qu'on joue ce rôle pivot, on peut, mais là aussi, hein, très modestement, rester aussi, garder un rôle d'harmonisation. On voit bien que l'ensemble des enseignants, si tous les enseignants de l'équipe pédagogique s'emparent d'une part des compétences pratiquées à l'oral, eh bien, il faut forcément une cohésion entre ces enseignants. Il faut qu'il y ait aussi peut-être une progressivité, il faut aussi s'informer les uns les autres pour que peut-être que parce que c'est fait en histoire géo, ben, le prof de BBB s'appuie sur ce qui a été fait. Mais là aussi, c'est aussi peut-être dans un avenir à 3-4 ans, on sera beaucoup plus efficace dans ce fonctionnement que cette année. Donc ne prenez pas tous ces exemples de fonctionnement comme des injonctions qui doivent être faites dès cette année. C'est simplement commencer à rentrer dedans pour amener déjà une première promotion à passer le grand oral et à les former à ces compétences orales. Et donc un exemple, alors pour faciliter justement la collaboration dans l'équipe, pour l'instant, concernant le grand oral, donc comme on vous l'a dit, il va y avoir des formations en novembre-décembre qui seront des formations à initiative locale, c'est-à-dire dans les établissements. Donc il y aura certainement des ressources, donc il y a eu 60 formateurs qui ont été formés pour animer ces formations à initiative locale. Et donc pour l'instant, comme seule ressource dont nous disposons pour évaluer l'oral, c'est la grille d'évaluation indicative de l'épreuve terminale de l'oral. Cette grille, elle donne 4 compétences qui sont compétences orales, qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole en continu, qualité des connaissances, qualité de l'interaction et qualité de la construction de l'argumentation. Voilà les 4 compétences qui sont en plus seulement indicatives, hein, donc ça veut dire que est-ce que ce seront vraiment celles qui seront utilisées? Pour l'instant, on n'est pas complètement sûr, mais c'est forcément une première approche qui est tout à fait informative. Et ces 4 compétences sont déclinées en 4 niveaux d'acquisition, de très satisfaisant à très insuffisant. Et donc, quand on lit un peu plus explicitement ce qui est écrit, alors vous avez peut-être du mal à lire, mais j'ai donné le lien et la dernière diapo vous redonnera le lien pour que vous accédiez à cette grille. Donc pour l'instant, en n'ayant que ça, mais pourtant c'est ce qui sera évalué à l'oral et on sait bien qu'on ne peut évaluer que vraiment ce qui a été enseigné. Donc l'idée que nous avons eue, c'est d'aller décrypter un peu ce qui est écrit dans cette grille pour aller en faire ressortir des observables, des items concernant chacune des 4 compétences. Donc, par exemple, les items concernant la qualité orale de l'épreuve, eh bien, on peut reparler de la qualité de la voix, de la capacité à attirer l'attention du public, de la qualité du vocabulaire employé. Donc ça ressort à travers les descriptifs. Et chacune de ces 4 compétences, à travers ces descriptifs, euh, retraduisent les 4 dimensions qui sont présentées par Cyril Delay, celui qui est à l'initiative de la création du grand oral, qui dit que ce discours doit être à la fois adressé, c'est-à-dire que eh bien, le candidat doit s'adresser doit savoir à qui il parle, il doit être situé, c'est-à-dire resitué dans un contexte, il doit être incarné, c'est-à-dire que on ne doit surtout pas formater nos élèves pour, pour que tous les oraux se ressemblent. Au contraire, à travers chacun des orales, il doit y avoir le style de l'élève propre qui lui est propre. Et puis, bien sûr, cet oral doit être instruit parce que, comme vous l'a dit tout à l'heure, Christelle, eh bien, l'élève a acquis un certain nombre d'automatismes, et notamment ce qui concerne la forme de l'oral.
eh bien, sa charge cognitive est bien davantage dégagée pour qu'il puisse se concentrer sur la partie plus intellectuelle de l'oral et donc construire de manière organisée son propos. Donc cette grille, donc voilà, c'est une grille encore une fois qui a été construite par nous, donc elle n'a pas vraiment de valeur institutionnelle. Prenez ça comme une aide qui peut éventuellement vous aider, mais si vous avez envie de construire un autre outil, surtout voilà, ne vous privez pas. Et donc, pour aller plus loin, finalement, pour pouvoir faciliter la collaboration, eh bien, il faut que chacun de ces descripteurs que l'on a fait émerger, par exemple, capacité à mobiliser ses connaissances à bon escient, ben, il faut pouvoir après aller les observer chez les élèves. Par exemple, un des observables qu'on peut trouver, c'est comment l'élève fait le lien entre un phénomène qu'on est en train d'apprendre et des connaissances adaptées. Quelles connaissances il mobilise pour expliquer ce phénomène? Eh bien, on voit que finalement, c'est des choses que l'on fait dans nos activités. Dans nos activités, on présente des phénomènes et par l'interaction entre l'élève et l'enseignant, on peut aller solliciter un élève pour lui redemander de présenter un phénomène. Et parce que les autres élèves peuvent être positionnés en observateurs, en analyseurs, on peut leur dire, eh bien là, j'interroge tel élève, mais là, je vais vous demander d'analyser son propos en termes de connaissances. Est-ce que les connaissances mobilisées, est-ce que le vocabulaire évoqué est finalement correct, adapté au phénomène proposé? Voilà. Et donc, parce qu'on l'a travaillé dans une séance et voire même dans des séquences, eh bien, on pourrait imaginer un outil collaboratif où, en fait, on coche la croix pour informer les élèves, les autres enseignants de l'équipe. Mais encore une fois, de façon très modeste et sans aucune obligation d'utiliser cet outil. Donc on pourrait décliner bien sûr chacune des compétences avec d'autres. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps je pense que vous avez compris, on pourrait faire pareil sur la voix avec bien sûr les enseignants de langue qui eux pourraient davantage s'impliquer dans la qualité de la voix que bien sûr le professeur de BBB, mais pourquoi pas aussi quand même s'en emparer. Euh, donc l'idée de cette grille, c'est d'abord de planifier sur l'année. Donc ça pourrait être fait au démarrage. On construit une grille, on planifie sur l'année avec une progressivité. Et après, de s'emparer, de repérer du coup quelle discipline prend en charge quelle partie de l'oral. Et puis enfin, ça nous permet aussi de nous tenir informés sur ce qui est fait au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, c'est un exemple d'outil. Je pense que voilà, nous sommes des enseignants, encore une fois, nous savons, nous avons forcément notre expertise, nous sommes aussi forcément créatifs et donc je sais que d'autres outils bien plus pertinents que celui-là pourront émerger dans les années à venir. Mais donc si l'enseignant, en tous les cas de bébé, qui se sent un peu capable voilà, qui a envie d'instiguer, d'initier ce type d'outil, voilà, ce serait un exemple pour lui montrer ce que voudrait dire faire collaborer l'équipe. Alors, maintenant, la deuxième idée qui avait émergé tout à l'heure, toujours en repensant dans nos enseignements l'oral, eh bien, c'est finalement, est-ce que ça veut dire que, voilà, on me demande de faire de l'oral et en même temps, on me demande de faire le programme, mais j'y arriverai jamais puisque déjà, faire le programme, c'est énorme. Comment, en plus, est-ce que je pourrais en plus enseigner l'oral? Moi, je ne suis pas prof d'art oratoire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas enseignant d'art oratoire, mais on est expert de l'oral parce que quand même, on délivre beaucoup de nos enseignements par le biais de l'oralité. Donc, on est capable de transmettre ce que l'on a acquis, nous, en tous les cas, de manière plus ou moins intuitive, à nos élèves, au moins en partie, et c'est déjà pas mal. Donc, c'est là où on doit être rassuré. Et donc, je vous ai présenté sur l'année, en bleu, la flèche représente l'évolution de l'année de première, et puis en orange, celle de terminale. Et bien sûr, il y a des échéances de l'écrit en mai en première, et puis en mars en terminale. Et donc, en dessous de ces deux flèches, vous voyez la grosse barre verte, c'est bien sûr la formation à l'écrit. Évidemment qu'il va falloir ne pas oublier l'écrit,
parce qu'il prend une part importante dans ces jusqu'à mars de terminale. Il faut bien sûr bien former les élèves à l'écrit. Mais l'oral, comme l'a montré tout à l'heure Christelle, on a vu que oral et écrit étaient souvent complémentaires. Ce ne sont pas des formats qui s'opposent, bien au contraire, ils sont complémentaires. Par exemple, avant de parler, comme vous a dit tout à l'heure Christelle, eh bien, je peux écrire des mots-clés, ça m'aide à organiser mon propos. Donc, vous voyez que parce que l'écrit est vraiment prépondérant jusqu'à mars, mais dans nos enseignements, on peut rentrer des petits scénarios d'oral. Et donc, pour vous donner un exemple, euh, dans nos AT, on sait bien que dans nos AT, on est dans des cours qui sont loin d'être descendants. Les élèves parlent beaucoup entre eux. Et on sait bien que là, eh ben, c'est par exemple dans la présentation des projets, on sait bien qu'on peut avoir, alors je vous présenterai tout à l'heure des scénarios, on peut avoir des idées de scénarios où l'oral peut être vraiment valorisé. Donc voilà un lieu vraiment privilégié, je pense, le laboratoire, où on peut vraiment faire oraliser les élèves. Mais l'interaction déjà entre un enseignant et un élève, comme je vous le disais tout à l'heure, est aussi un moment d'oralisation avec en faisant prendre conscience des concepts de l'oral, à la fois par celui qui parle, mais aussi par ceux qui écoutent celui qui parle, parce qu'on formalise les choses. Voilà, donc ce n'est pas forcément faire plus, c'est faire déjà un peu autrement pour qu'il y ait un tout petit peu plus d'oral qu'avant, et puis lui donner un petit peu plus de place voilà, dans les années qui viennent. Ensuite, dans la deuxième phase, après mars, évidemment que là, on va se focaliser sur l'oral et là, on sera encore plus dans les grands concepts de l'oral. Mais on voit bien que parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Christelle, ce sont des automatismes à acquérir, on ne peut pas tout reporter après mars. Les élèves qui seront timides, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, si on commence dès le mois de mars à les faire parler, ben, ça risque de se terminer en un grand oral euh, assez catastrophique. Donc voilà, à force de les obliger à parler d'abord un petit peu et puis ensuite devant quelques élèves et puis après en augmentant le nombre d'interlocuteurs, ça facilite la tâche. Voilà, donc l'idée de ces diapositives, c'était vraiment aussi de vous rassurer par rapport à tout ça. Il faut y aller modestement et petit à petit, nous aussi, on prendra, je pense, ça nous fait un petit peu bouger dans nos pratiques, mais quelque part, ce n'est pas un mal parce que vous voyez, là, j'écoutais ce matin Olivier Achtouk, qui est très impliqué, qui est formateur de formateurs justement dans les établissements pour l'oral, et il disait qu'il y avait eu des, euh, des, euh, des statistiques qui avaient été menées et qui montraient que, par exemple, en collège, eh bien, les élèves, sur une heure de temps, il y a seulement 9 minutes pendant lesquelles les élèves parlent, et 9 minutes divisées des fois par 30. Donc on voit bien que l'oral, est, pour l'instant, a peu de place dans nos enseignements. Or, quand on analyse les principes les grands principes des sciences cognitives, c'est parce qu'on oralise, parce qu'on se réexplique les choses, parce qu'on explique à son copain, parce qu'on présente un concept, qu'on comprend, qu'on mémorise aussi, qu'on prend de l'aisance, qu'on prend de l'assurance. Et donc, l'oral a une vraie place dans les apprentissages. Et donc, si on arrive à le faire davantage rentrer dans nos enseignements, voilà, c'est vraiment l'objet de ce grand oral, c'est de lui donner un peu plus de place. Alors, pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Dans la dernière phase, Christelle en a un petit peu parlé tout à l'heure. Une façon de les faire beaucoup parler, hein, c'est bien sûr de les faire sortir de la classe ou de faire aussi d'inviter des professionnels dans cette phase-là, parce qu'il ne faut pas oublier bien sûr aussi la dernière phase du grand oral qui est le projet d'orientation. Et là, c'est aussi une façon, la dernière étape, on va dire la phase ultime pour travailler ce projet d'orientation et stimuler l'oral. Alors nous avons deux collègues qui se sont lancés justement dans des petits scénarios pédagogiques, donc
qui colle à nos disciplines. Vous voyez, l'actualité scientifique, 2 minutes. Donc vous voyez, c'est pas faire plus, c'est juste faire autrement. Où donc on demande à des élèves de présenter un petit retour d'activité scientifique devant les autres pour travailler une compétence particulière de l'oral. Donc ce sont des fiches qui sont vraiment très bien faites avec des astuces sur le post-it, avec des exemples de grilles d'évaluation pour montrer à l'élève l'évolution de son acquisition des concepts, des compétences de l'oral. Donc voilà, je vous invite à les consulter. Donc ici, vous trouvez le lien qui y amène, mais donc la dernière diapositive donnera à nouveau l'ensemble des ressources qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors, la page académique aussi donne aussi beaucoup de choses sur l'oral, donc sur notre site académique, donc n'hésitez pas aussi à aller le consulter. Et du SCOL aussi donne aussi pas mal de choses sur l'oral. Alors, avant de passer peut-être à cette diapositive-là, il y a eu certainement des questions qui ont été posées, et là je n'ai pas pu bien sûr regarder le chat en même temps que je parlais, puisque voilà, j'étais concentrée. C'est clair que l'exposé qu'on vous fait aujourd'hui n'est pas du tout représentatif finalement de ce qu'on vous demande de faire dans les enseignements, puisque nous avons beaucoup monopolisé la parole et nous vous avons fait communiquer avec nous essentiellement par l'écrit. Donc ce n'est pas du tout évidemment le message que nous voulons faire passer, mais le grand nombre de, de, de comment dire, d'enseignants qui sont avec nous aujourd'hui fait que c'était compliqué de donner la parole à chacun. Alors, y a-t-il des questions? Alors, Euh, merci beaucoup Sabine. Effectivement, le message fort que tu passes, qui est d'être conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons et d'être modeste dans nos attentes en termes de formation à l'oral pour cette première année me semble très important. Alors finalement, sur cette partie-là, les questions ont plutôt porté sur la dimension réglementaire avec les membres de jury qui sont décrits dans la note de service hein, comme étant deux enseignants de disciplines différentes et en particulier sur les deux, l'un qui est dans l'enseignement de spécialité dans laquelle est réalisé, alors ici il parle de projet, souvent il parle d'études approfondies, donc la fameuse étude approfondie qui est le support de l'élaboration des deux questions. Et l'autre enseignant représente l'autre spécialité ou bien les enseignements communs ou même un professeur documentaliste. Ça, c'était une première question. Donc, les enseignants de BBB seront évidemment jury du grand oral pour la STL biotechnologie. C'est cela qui émerge finalement de cette mention de la note de service. Et le deuxième point qu'on m'a posé comme question, c'est si c'était des enseignants qui étaient internes ou externes à l'établissement. Alors, c'est une épreuve terminale, donc d'un point de vue réglementaire, sauf erreur de ma part, sur une épreuve terminale, les enseignants qui sont évaluateurs n'ont pas participé à la formation de l'élève. Et donc, on va sans doute être amené à faire des mouvements dans les établissements où il n'y aurait pas suffisamment d'enseignants diversifiés qui n'auraient pas en fait, en biochimie, génie biologique, parce que sinon on va vraisemblablement être coincé. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement organiser vraisemblablement en RLE. Pour l'instant, nous sommes encore loin de l'organisation. Sophie,
Je lis ta question pour me l'approprier. Comme on parle de jury sur le BO, il est précisé que durant les 10 minutes d'échange, le jury valide les connaissances du candidat. On est bien d'accord qu'il s'agit des connaissances liées aux questions proposées. Oui, bien sûr, on est dans le cadre que le candidat a posé en termes de périmètre. L'idée, en fait, ce n'est pas de faire une redite de ce qui serait susceptible d'être évalué à l'écrit. Donc, on n'est pas en train de lui poser des questions sur ses connaissances fines, complètement découplées de la question qu'il a définie pour l'oral. Et Fanny demande si les élèves peuvent utiliser un diaporama pour la présentation de 5 minutes lors de l'oral. Non, Fanny, c'est sans support cette épreuve d'oral. Et un point sur lequel je voulais également attirer votre attention, c'est cette partie du projet d'orientation qu'il va falloir aussi gérer sur sur les derniers temps, puisque un certain nombre de candidats auront eu des réponses positives ou négatives à leur candidature sur Parcoursup lorsqu'ils présenteront l'oral, lorsqu'ils présenteront le grand oral. Donc c'est un point d'accompagnement, à mon avis, qui peut être important. Alors Fanny dit que ça peut sembler difficile effectivement de présenter sans support. En fait, la question avait été posée à Cyril Delay et sa réponse était le fait que finalement, en fait, le support parfois c'est aussi au contraire piégeux. Et je suis assez d'accord avec lui parce que là, j'ai fait passer des soutenances à mes étudiants de deuxième année hier. Et ceux qui n'étaient pas prêts, eh bien, ils avaient encore tout écrit sur des fiches. Et leur oral était vraiment très nul par rapport à ceux qui, pour le coup, avaient été complètement libres et n'avaient pas de fiches. Donc on voit bien que ce support n'est pas forcément une aide, au contraire, l'élève, enfin le candidat est focalisé sur ses fiches, il ne regarde pas le public, il lit et du coup le discours est vraiment peu incarné. Donc c'est ça l'idée, c'est que l'élève arrive à se détacher et à maîtriser ce qu'il dit. S'il est obligé de regarder ses fiches, c'est que finalement il maîtrise peu son propos. Et donc pendant 5 minutes, on lui demande de présenter ce qu'il a fait. Ça n'empêche pas que il a peut-être fait un schéma, peut-être fait un logigramme, peut-être fait dans le support qu'il a rendu au jury, mais il ne s'en sert pas pour présenter. Il doit être complètement détaché de ce qu'il présente. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'il peut quand même formaliser, mais il doit être vraiment détaché. Malheureusement, le support n'est pas une aide lorsqu'il s'agit de texte. Par contre, dans la science, il est dommage de ne pas. Oui, mais parce que toi, tu es encore certainement dans le format projet. Et dans le format projet, tu vas vraiment parler de tes expériences, analyser tes résultats. Ce n'est pas ce qu'on lui demande de faire dans le questionnement. Le questionnement, il est plus détaché que ça. On ne lui demande pas d'aller dans le détail de son projet. On lui demande de se questionner, de regarder, de prendre position sur ce qu'il avait, par exemple, sur sa position avant le projet, après le projet, par rapport à un questionnement. Euh, donc, on peut lui demander de parler de sa démarche de projet, mais ça ne sera pas vraiment, on ne lui demande pas de mettre une photo de ses résultats de manip, par exemple. C'est pas ça. C'est pas ça, c'était vrai avant dans l'oral du PTA, ce n'est plus vrai maintenant. Donc le stress, eh bien, encore une fois, il peut être abaissé par l'entraînement. Toute la phase mars, avril, enfin jusqu'à juin, hein, on va avoir jusqu'à juin, après mars, pour aider les élèves à s'entraîner, à maîtriser leurs propos. Et déjà, ils vont passer peut-être en petits groupes, et puis après, ils vont peut-être passer devant la classe, et puis on peut aussi les entraîner à passer devant d'autres profs de d'autres disciplines. Et donc, c'est ça qui va faire aussi baisser le stress. Plus on maîtrise son propos, plus le stress baisse. Est-ce qu'on sait si les candidats peuvent utiliser le tableau blanc, par exemple? Ben, sans support, je pense que ça veut dire sans tableau blanc. Ouais. Sinon, c'est Moi, un support. je voulais
peut-être quelque chose concernant une sorte de dans la note de service, il est écrit que on peut dans la circulaire de service, pardon, on peut le candidat peut donner un support qu'il aura préparé pendant les 20 minutes en amont au jury. Et donc, effectivement, comme disait François-Xavier, en sciences, quand même, parfois, on a besoin voilà, de se baser sur une équation. Et c'est pas il y a il y a des documents, enfin, il y a des choses qui ne sont pas oralisables, effectivement. C'est le cas de peut-être un graphique, d'un schéma, d'une équation, d'une formule. Et le candidat peut décider, et ça sera un peu stratégique, on va dire, de concevoir pendant les 20 minutes donc ce support qu'il donnera au jury pour que le jury donc l'ait sous les yeux au moment de la présentation de 5 minutes. Voilà, donc il peut y avoir, enfin il y a une, il y a cet aménagement, enfin moi enfin, j'ai interprété ça comme un aménagement, c'est peut-être faux, enfin, je l'ai vu comme ça, de dire en science parfois il y a vraiment des choses qui ne sont pas oralisables et du coup eh bien peut-être qu'ils ont aménagé l'épreuve du grand oral avec ce support que l'on peut donner donc au jury, qui n'est pas le brouillon, hein, entre guillemets, pour réactiver le propos de l'élève. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour étayer, j'imagine, le propos de l'élève. Oui, oui, tout à fait, je pense aussi, oui. Oui. Mais ce n'est pas une anti-sèche. Comme pourrait l'être un diapo où l'élève, quand il est pas du tout, quand il ne s'est pas préparé, il va tout écrire sur son diapo et en fait, il va lire ce qui est sur son diapo. Et c'est pas ça qu'on lui demande de faire en fait. Donc ça peut être piégeux si il arrive avec des diapositives pleines de textes qu'il lit. C'est pas ça qu'on lui demande. Donc c'est pour ça que ça, c'est pour l'apprendre, lui apprendre à se détacher de ce support. Bon, objectivement, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident. Et c'est pour cette raison que l'enseignant a un rôle essentiel à jouer dans la formation et dans l'accompagnement de cet oral. Prendre conscience que ça n'est pas facile va nous permettre de nous positionner, encore une fois, peut-être de façon graduée pendant, enfin, jusqu'à mars, puis de façon plus accentuée à partir du mois de mars. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les élèves sont dans la même situation, que tous les enseignants qui évalueront seront également conscients des difficultés pour cette première session qui, on le sait, en plus se passe dans des conditions évidemment d'anxiété un petit peu particulières en raison de la crise sanitaire. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Montrer des films ou des docs. Fabienne, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Est-ce qu'on sait si les candidats peuvent dire non? Montrer des films ou des docs comme... En fait, c'est un film, Sabine, qui s'appelle Brio Ouais, comme vidéo des et qui parle d'éloquence. Ah oui, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est une façon, Et c'est une première approche. du coup, pour rebondir, Fabienne, sur ce film, je crois que là, on fait, quand on parle de grand oral, on croit qu'on devrait faire référence à ces concours d'éloquence, mais en fait, peut-être ça n'est pas l'idée. Enfin, moi, je le Tout vois, à je fait. le verrais vraiment comme voilà, une formation à l'oral, juste voilà, pour être à l'aise au quotidien ou dans des situations assez courantes, on va dire, de la vie, mais pas forcément en tant que concours d'éloquence, parce que sinon on part sur autre chose finalement. Tout à fait. Ce matin, Olivier Achtouk a bien précisé.
que si on devait retenir deux choses pour cette formation à l'oral, c'est que oraliser, ce n'est pas lire un écrit. Et deuxièmement, oraliser, ce n'est pas se livrer à une performance. Ce n'est pas l'objectif du grand oral. Même si c'est vrai que le grand oral a été initié par Cyril Delay, qui lui est dans les compétences oratoires, ce n'était pas son objectif à travers le grand oral. Le grand oral est un prétexte pour former les élèves à l'oral, on vous répète, avec l'objectif de levier pour une réussite sociale et professionnelle. Ce n'est pas pour qu'ils soient les meilleurs au niveau des concours d'éloquence. Voilà, on n'est pas dans un concours, on est dans une élévation des compétences de l'oral, c'est tout. Parce que pour l'instant, elles sont peu travaillées. Mais le film est très bien. Et surtout, peut-être, dans le concours d'éloquence, il y a concours et le grand oral, c'est un examen. Donc, il faut qu'on fasse attention à avoir un niveau d'attente et d'évaluation à l'examen euh, qui soit conforme à ce qu'on peut attendre d'un élève de terminale qui sera formé cette année. Voilà, c'est ça. Donc, Oui, Fabienne, ça donne certainement beaucoup de leviers, d'éléments de réflexion, hein. Tout à fait. On parlait quand même de la question de la posture, de poser la voix, tout cela donne des éléments, mais c'est pas l'ensemble effectivement de l'objectif de la formation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sabine, tu avais encore une diapositive à présenter? oui, effectivement, la dernière, je vous rassure. Pas celle-là, c'est la dernière, voilà. Donc, on vous proposait justement parce que nous sommes des professionnels de l'enseignement et donc nous sommes normalement nous sommes adaptables, nous sommes créatifs, enfin certains d'entre nous plus que d'autres. Et donc, on vous proposait de partager vos idées pour en alimentant un pad sur la question suivante. On vous proposait d'utiliser, donc le diaporama va vous être communiqué. On vous proposait de regarder la grille indicative de l'oral et dans laquelle on vous propose de rechercher un item dans lequel vous vous sentez plutôt à l'aise et de réfléchir à la manière de le faire travailler par vos élèves déjà et d'échanger avec un collègue sur sa façon à lui de faire travailler cet item euh, avec ses élèves, donc un collègue de votre équipe pédagogique. Alors, soit en échangeant, soit même d'aller le voir dans sa classe en observant particulièrement cet item et pour voir finalement différentes possibilités de travailler cet item pour former à l'oral sans pour autant finalement rallonger, vous rallonger le temps d'apprentissage. C'est parfois simplement faire autrement que comme nous procédons. Voilà, donc le lien est donné ici, c'est le même que le pad sur lequel certains d'entre vous ont déjà posé des questions avant cette demi-journée. Et donc, n'hésitez pas, je vous relancerai certainement pour que ce pad soit complété au fur et à mesure. Mais voilà, ce serait bien qu'on puisse mettre en commun nos idées si tout le monde voilà, arrive à déceler quelques astuces, eh bien, ça nous aiderait bien tous, puisque si chacun a une astuce, ça nous fait déjà aujourd'hui une cinquantaine d'astuces. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et puis, bien sûr, ça nous permettrait aussi de réfléchir, de faire avancer en échangeant sur nos pratiques, de faire avancer, de mieux comprendre les enjeux de cette formation. Voilà, je laisse la parole peut-être à Géraldine pour conclure. D'abord, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce grand oral?
Alors nous avons préparé, enfin Sabine et Christelle, vous ont préparé un certain nombre de ressources. En fait, la ressource EduScol et la ressource qui est sur le site, sauf erreur de ma part, ce sont les mêmes, hein. Oui, c'est Ce ça, sont c'est des, ça, ce sont les mêmes. voilà. Donc vous les retrouvez toutes les deux sous un format différent, mais ce sont les vidéos et les supports qui ont fait l'objet d'une formation nationale pendant le confinement et que je vous avais déjà partagé à l'époque. En juin, il y a eu un séminaire national transversal sur la prise en compte de l'oral au lycée. C'est le séminaire auquel vous avez participé, Sabine et Christelle, ce qui permet d'expliquer votre grand niveau d'avancement par rapport à nous tous, hein, sur cette place de l'oral. Et vous retrouverez un certain nombre de conférences qui ont eu lieu et qui ont permis à Christelle et à Sabine d'affiner leur réflexion sur l'oral et pour alimenter cette demi-journée. Nous avons rajouté les liens que vous avez déjà sur la conférence de Sylvie Plane et la conférence de Lisanne Lafontaine. Et puis enfin, j'ai enregistré cette demi-journée de façon à ce que vous puissiez, si vous en avez, si vous en exprimez le besoin, que vous puissiez euh, vous regarder à nouveau cet exposé qui était très très riche euh, et tellement dense que je pense qu'il faut un petit peu de temps pour digérer tout cela.